Je m'appelle Léa et j'ai 28 ans. Noël a toujours été ma période préférée de l'année, remplie de souvenirs chaleureux de réunions de famille, de rires résonnants dans notre vieille ferme, et de l'odeur de la célèbre tarte tatin de ma mère qui embaumait chaque recoin. Mais le Noël dernier, tout a changé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce qui avait commencé comme une réunion de famille pleine d'espoir s'est transformé en moment le plus dévastateur de ma vie, lorsque ma propre mère s'est levée à notre table et a prononcé des mots qui ont brisé mon cœur en 1 million de morceaux. Avant de plonger dans cette histoire, j'aimerais savoir d'où vous me regardez. Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus d'histoires de vie qui vous feront réfléchir à 2 fois sur les dynamiques familiales. Croyez-moi, ce qui s'est passé ensuite vous montrera comment un moment de vérité peut tout changer pour toujours. En grandissant à Bellefontaine, un petit village en Bourgogne, j'ai toujours pensé que j'avais la famille parfaite. Nous étions le genre de personnes qui allaient à l'église le dimanche, faisaient des barbecues dans le jardin et prenaient des photos de famille chaque matin de Noël. Mon père, François, a travaillé à l'usine locale pendant plus de 30 ans. Et ma mère, Éléonore, est restée à la maison pour élever mon jeune frère, Denis, et moi. Denis, qui a 25 ans maintenant, a toujours été l'enfant prodige. Athlète vedette au lycée, une bourse complète pour une grande école d'ingénieurs à Lyon, et maintenant il travaille comme ingénieur dans une entreprise respectée. Moi, eh bien, mon chemin n'a pas été aussi direct. J'ai épousé mon amour de fac, Marc, juste après avoir obtenu mon diplôme, pensant que nous allions construire une vie magnifique ensemble. Pendant 6 ans, j'ai essayé d'être l'épouse parfaite. Je travaillais comme coordinatrice marketing dans une petite agence de publicité, je gardais notre appartement impeccable et j'organisais des dîners élaborés pour les collègues de Marc. Mais derrière les portes closes, notre mariage s'effondrait. Marc était devenu distant, passant plus de temps au travail et moins de temps à me parler. Quand j'essayais de discuter de notre avenir, d'avoir des enfants, d'acheter une maison, il m'écartait avec des promesses que nous en parlerions plus tard. Ce plus tard n'est jamais venu. Puis, il y a 8 mois, j'ai découvert des messages sur son téléphone qui révélaient qu'il avait une liaison émotionnelle avec sa collègue Sarah depuis plus d'1 an. Quand je l'ai confronté, au lieu de remords, j'ai eu de la colère. Il m'a reproché d'être trop exigeante, trop en demande, de ne pas comprendre la pression qu'il subissait au travail. J'ai suggéré une thérapie de couple, mais Marc a refusé. Il a dit que j'étais dramatique, que ce n'était même pas une vraie liaison puisque rien de physique ne s'était produit. Mais je savais mieux. Ces conversations tard le soir, les rendez-vous secrets pour un café, la façon dont il s'illuminait quand elle envoyait un texto, c'était toute l'intimité qui avait disparu de notre mariage, redirigée vers quelqu'un d'autre. Alors, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai demandé le divorce. La procédure a été brutale. Marc s'est battu sur tout, de la division de notre petit compte épargne à qui obtiendrait la cafetière que nous avions reçue en cadeau de mariage. Au moment où tout a été finalisé, j'étais émotionnellement épuisée et financièrement en difficulté. Je ne pouvais pas me permettre notre appartement avec mon seul salaire. J'ai donc pris la décision difficile de retourner temporairement à Bellefontaine le temps de me remettre sur pied. J'ai trouvé un petit 2 pièces au-dessus de la boulangerie Mercier sur la Grand-Rue. Ce n'était pas grand-chose, juste 40 mètres carrés qui sentaient perpétuellement le pain frais et le café, mais c'était à moi. Madame Mercier, la propriétaire de 70 ans, m'a fait une réduction sur le loyer en échange de mon aide pour sa comptabilité quelques heures par semaine. C'était humble, mais c'était un travail honnête, et j'étais fière de survivre par moi-même. La réaction de ma famille à mon divorce a été compliquée. Mes parents avaient adoré Marc, ou du moins l'idée qu'il s'en faisait. Il était charmant, réussi, et il correspondait à leur vision de ce que devrait être un bon mari. Quand je leur ai annoncé le divorce, il n'y a pas eu de « Est-ce que ça va ?» ou « Que pouvons-nous faire pour aider ?» Au lieu de cela, il y a eu des questions sur ce que j'avais fait de mal, des suggestions que j'aurais peut-être dû essayer plus fort, des insinuations que j'étais peut-être trop sensible à toute cette situation. Denis s'était récemment fiancé à Camille, une femme brillante qui terminait son internat pour devenir pédiatre. Elle venait d'une famille en vue. Son père était un chirurgien respecté, et sa mère était impliquée dans toutes les bonnes organisations caritatives. Camille était tout ce que je n'étais pas, tout ce que ma famille aurait souhaité que je sois. Elle était réussie, posée, et surtout, elle donnait une bonne image de Denis. À l'approche de Noël, je me suis retrouvée à espérer désespérément que les fêtes nous rapprocheraient. Peut-être qu'être entourée des traditions familiales et des souvenirs d'enfance rappellerait à tout le monde que j'étais toujours la même Léa qu'ils avaient aimée avant que ma vie ne se complique. J'ai dépensé de l'argent que je ne pouvais pas vraiment me permettre pour des cadeaux bien pensés pour tout le monde. Pour mon père, j'ai trouvé un ensemble d'outils vintage chez un antiquaire qui me rappelait celui que son père utilisait. Pour ma mère, j'ai acheté un magnifique ornement peint à la main d'un artiste local. Pour Denis et Camille,
j'ai choisi un cadre photo élégant, espérant qu'ils l'utiliseraient pour leur photo de fiançailles. J'avais même une nouvelle excitante à partager. Après des mois d'entretien, on m'avait offert un poste de coordinatrice marketing senior dans une entreprise en pleine croissance près de Dijon. Cela signifiait une augmentation de salaire significative et l'opportunité de déménager dans un appartement plus grand. Je pensais que cette bonne nouvelle aiderait sûrement à montrer à ma famille que je remettais ma vie sur les rails, que le divorce ne m'avait pas vaincue. La semaine avant Noël, ma mère a appelé pour finaliser les plans du dîner. Elle a mentionné qu'elle avait également invité la sœur de mon père, Géraldine, et son mari Roger, ainsi que leur fils Grégoire. Tante Géraldine et oncle Roger vivaient à Lyon, où oncle Roger était un expert comptable prospère et tante Géraldine travaillait dans l'immobilier. Leur fils Grégoire, âgé de 30 ans, venait d'être nommé associé dans un prestigieux cabinet d'avocats et était exactement le genre de fils dont tout parent serait fier. Elle a également mentionné que les parents de Camille, le docteur et madame Dubois, se joindraient à nous. Cela m'a un peu surprise car ils n'avaient jamais été inclus dans notre Noël familial auparavant, mais je me suis dit que c'était logique compte tenu des fiançailles. Néanmoins, cela signifiait que le dîner serait plus formel que d'habitude, plus une vitrine qu'une simple réunion de famille. En me préparant pour le dîner de Noël, j'ai ressenti un mélange de nervosité et d'espoir. C'était ma chance de montrer à tout le monde que j'allais bien, que j'étais forte, que je construisais une bonne vie pour moi-même malgré les revers. J'ai repassé ma plus belle robe, emballé les cadeaux avec soin et répété devant mon miroir comment j'annoncerais la nouvelle de mon travail. Tout allait être différent cette année. Tout allait être meilleur. Le matin de Noël est arrivé, vif et clair, avec cette parfaite couche de neige qui donne à tout un air de carte de vœux. J'ai conduit sur la route familière menant à la maison de mon enfance, passant devant l'école primaire où j'avais appris à lire, le parc où Denis et moi faisions de la luge chaque hiver, et l'église où nous étions allés chaque dimanche pendant 18 ans. Chaque lieu ravivait des souvenirs de temps plus simples, où la famille ressemblait à un havre de paix plutôt qu'à un endroit où je devais prouver ma valeur. La maison était magnifique. Maman s'était surpassée avec les décorations cette année. Des guirlandes entouraient chaque pilier du porche avant. Des lumières scintillantes soulignaient la ligne du toit et une immense couronne était accrochée à la porte d'entrée rouge. À travers les fenêtres, je pouvais voir le sapin de Noël dans le salon, décoré avec les mêmes ornements que nous avions collectionnés au fil des ans, chacun porteur d'un souvenir. J'ai pris une profonde inspiration, rassemblé mes cadeaux sur le siège arrière et monté les marches du perron. Avant même que je puisse frapper, la porte s'est ouverte et Denis était là, l'air élégant et confiant dans son pull marine et son pantalon chino. Derrière lui se tenait Camille, absolument stupéfiante dans une robe de couleur crème, qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Ses cheveux sombres étaient coiffés en vagues parfaites, elle portait de discrètes boucles d'oreilles en perles qui captaient magnifiquement la lumière. « Léa, tu es arrivée », dit Denis, me serrant dans une étreinte qui semblait sincère mais brève. « Camille, tu te souviens de ma sœur Léa ?»« Bien sûr. »« Ravie de te revoir », dit Camille avec un sourire chaleureux, mais qui, d'une certaine manière, n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « J'adore ta robe. Cette couleur te va si bien. » Le compliment semblait teinté d'une certaine condescendance, bien que je ne puisse pas mettre le doigt sur la raison. Peut-être était-ce la légère insistance sur le mot « cette », comme si elle était surprise que quelque chose puisse bien m'aller. J'ai chassé cette pensée, déterminée à rester positive. À l'intérieur, la maison bourdonnait d'activité. La table de la salle à manger avait été agrandie avec toutes les rallonges et recouverte de la plus belle porcelaine de maman, celle qui ne sortait que pour les grandes occasions. Les verres en cristal scintillaient sous le lustre et l'argenterie était disposée avec une précision militaire. Ce n'était pas juste un dîner de Noël. C'était une production. Dans la cuisine, maman orchestrait le repas comme un chef d'orchestre dirigeant une symphonie. Elle était magnifique dans sa robe vert forêt, ses cheveux grisonnants coiffés en ondulations élégantes. Quand elle m'a vue, son visage s'est illuminé de ce qui semblait être un plaisir sincère. « Léa, ma chérie, tu es resplendissante », dit-elle en m'embrassant sur la joue, tout en réussissant à ne pas abîmer son rouge à lèvres. La route s'est bien passée ? Je m'inquiétais avec toute cette neige. C'était parfait, maman. Les routes sont en fait assez dégagées. Tout a l'air incroyable. Tu t'es vraiment surpassée. Eh bien, avec la venue des Dubois, je voulais que tout soit spécial. Le docteur Dubois est un homme si distingué, et madame Dubois est très impliquée dans l'association de l'hôpital. Je veux qu'ils se sentent les bienvenus chez nous. Voilà, cette indication subtile que ce dîner visait en réalité à impressionner les parents de Camille, pas à célébrer Noël en famille. Mais j'ai souri et proposé mon aide, pour être gentiment repoussée. Oh non, ma chérie. J'ai tout sous contrôle. Pourquoi n'irais-tu pas dire bonjour à tout le monde dans le salon ? Le salon ressemblait à un tableau de Norman Rockwell prenant vie.
Papa était assis dans son fauteuil préféré, en pleine conversation avec le docteur Dubois sur les dernières avancées en chirurgie mini-invasive. Le docteur Dubois était exactement ce à quoi on s'attendrait d'un chirurgien prospère. Des cheveux argentés distingués, une posture assurée, et le genre de voix autoritaire qui vous donnait envie d'écouter quand il parlait. Oncle Roger et tante Géraldine admiraient le sapin de Noël avec Madame Dubois, une femme menue aux cheveux blonds parfaitement coiffés, qui dégageait le genre d'élégance discrète issue d'une vie de country club et de déjeuner de charité. Elle posait des questions sur les ornements anciens, et tante Géraldine racontait des histoires sur nos traditions familiales. Et il y avait Grégoire, debout près de la cheminée avec un verre de vin, l'air en tout point de l'avocat à succès dans son costume coûteux. À 30 ans, il avait le genre d'assurance qui vient de n'avoir jamais connu de véritable échec. Sa poignée de main était ferme, son sourire étudié, et ses questions sur ma vie ressemblaient plus à une déposition qu'à une conversation décontractée. Alors, Léa, j'ai entendu dire que tu vivais de nouveau à Bellefontaine. Comment trouves-tu la vie de village après avoir été en ville? C'est en fait très agréable, dis-je, essayant de paraître optimiste. Il y a quelque chose de réconfortant à être de retour là où j'ai grandi, et le rythme est un peu plus lent, ce que j'apprécie en ce moment. J'imagine, dit-il avec un signe de tête entendu. Parfois, nous avons tous besoin de prendre du recul et de nous regrouper. J'imagine que l'année a été difficile pour toi. La façon dont il a dit « difficile » donnait l'impression que c'était un défaut de caractère plutôt qu'une circonstance de la vie. Mais avant que je puisse répondre, Denis est apparu avec Camille, rayonnant, annonçant qu'ils avaient quelque chose à partager. « Nous avons fixé une date pour le mariage », dit Camille, tendant sa main gauche pour montrer sa bague de fiançailles. Elle était magnifique, un solitaire classique qui captait la lumière admirablement. Le 15 juin, et nous prévoyons de faire la cérémonie en Toscane. La famille de Camille a des relations là-bas, et nous avons trouvé cette villa incroyable qui surplombe la campagne. La pièce a éclaté en félicitations et en questions enthousiastes. Le docteur Dubois rayonnait de fierté en décrivant le lieu. Madame Dubois a sorti son téléphone pour montrer des photos de l'endroit. Et mes parents avaient l'air absolument ravis d'être associés à une célébration aussi élaborée. Un mariage en Italie, dit maman, joignant les mains. Comme c'est romantique, et comme c'est excitant pour nous tous de voyager là-bas ensemble. J'ai ressenti un léger pincement au cœur à l'hypothèse que, nous tous, serions en mesure de nous offrir un tel voyage, mais j'ai souri et ajouté mes félicitations au cœur. C'était le moment de Denis et Camille, et je voulais sincèrement qu'ils soient heureux. Alors que la conversation se poursuivait, je me suis retrouvée de plus en plus silencieuse. Chaque sujet semblait mettre en lumière le succès ou la bonne fortune de quelqu'un d'autre. Grégoire achetait une maison dans un quartier huppé de Lyon. Le docteur Dubois venait d'être nommé chef de service à l'hôpital. Madame Dubois présidait un gala de charité qui avait déjà récolté plus de 50 000 € pour la recherche sur le cancer infantile. Quand il y a eu enfin une accalmie dans la conversation, j'ai pris une profonde inspiration et décidé de partager ma nouvelle. En fait, j'ai aussi une nouvelle excitante, dis-je, essayant d'égaler l'enthousiasme dans la pièce. On m'a offert un nouveau poste de coordinatrice marketing senior dans une entreprise à Dijon. C'est un grand pas en avant, tant en termes de responsabilité que de salaire. La réponse fut polie mais tiède. C'est bien. Quelques hochements de tête, mais rien de comparable à l'excitation qui avait accueilli l'annonce du mariage de Denis et Camille. La conversation est rapidement passée à d'autres sujets, et j'ai réalisé que ma réussite ne se mesurait pas au standard de succès célébré dans cette pièce. Le dîner fut annoncé et nous nous sommes tous dirigés vers la salle à manger, où maman avait préparé un festin digne d'un magazine. La dinde était dorée et parfaitement découpée. Les plats d'accompagnement étaient disposés avec art dans ses plus beaux plats de service, et tout était garni d'herbes fraîches et de touches saisonnières. Cela aurait dû être un moment de convivialité et de gratitude familiale. Mais au lieu de cela, j'avais l'impression d'assister à une performance dont on ne m'avait pas donné le scénario. Alors que nous nous installions autour de la table à manger agrandie, je me suis retrouvée assise entre tante Géraldine et Madame Dubois, juste en face de Grégoire et Camille. Denis était assis à un bout de la table à côté de papa, tandis que maman prenait sa place à l'autre bout, parfaitement positionnée pour orchestrer à la fois le service du repas et la conversation. La conversation du dîner se déroulait comme une danse soigneusement chorégraphiée. Grégoire nous a régalé d'histoires de son cabinet d'avocat, décrivant des affaires très médiatisées qu'il ne pouvait pas nommer, mais dont il pouvait faire allusion de manière impressionnante. Sa dernière victoire consistait à défendre une grande entreprise contre ce qu'il décrivait comme des plaintes environnementales futiles, et oncle Roger hochait la tête en signe d'approbation devant le succès de son fils à protéger les intérêts commerciaux. La clé est de comprendre que les entreprises sont le moteur de l'économie, expliqua Grégoire, découpant sa dinde avec des mouvements précis. Lorsque vous protégez les entreprises responsables de litiges excessifs,
vous protégez en réalité les emplois et l'innovation. Le docteur Dubois intervint avec sa propre perspective sur les poursuites abusives dans le domaine médical, et bientôt les deux hommes de profession étaient engagés dans le genre de discussion sérieuse qui faisait que tous les autres à table se sentaient comme des observateurs plutôt que des participants. Denis et Camille ont fait une transition fluide de la conversation vers la planification de leur mariage, Camille décrivant l'expérience d'achat de sa robe à Paris avec sa mère et sa future belle-mère. Les yeux de Madame Dubois pétillaient alors qu'elle racontait la journée, la faisant ressembler à une scène de film romantique. Nous sommes allés dans cette boutique spécialisée dans les robes de créateurs, dit Madame Dubois, sa voix remplie du genre de fierté qui vient de pouvoir s'offrir le meilleur. Camille était absolument magnifique dans tout ce qu'elle a essayé. Mais quand elle a enfilé cette robe en particulier, nous avons tout su. Même la vendeuse s'est mise à pleurer. Cela semble magique, dit maman. Et je pouvais entendre la nostalgie dans sa voix. Elle n'avait jamais eu l'expérience de choisir une robe de mariée avec moi. Mon mariage avait été planifié rapidement et avec un budget limité, avec une robe d'un grand magasin et une petite cérémonie dans la salle paroissiale de l'église. Nous prévoyons également la plus merveilleuse des lunes de miel, continua Camille. 2 semaines en Grèce, à sauter d'île en île dans les Cyclades. Denis a trouvé cet itinéraire incroyable qui inclut des charters de yachts privés entre certaines des îles. La conversation brossait le tableau d'une vie que je ne pouvais même pas imaginer me permettre. Des charters de yachts privés, des robes de mariée de créateurs, des mariages dans des villas italiennes. Ce n'étaient pas seulement des choix différents. C'étaient des mondes différents, et j'étais de plus en plus consciente que je n'appartenais pas à celui-ci. Quand tante Géraldine m'a interrogée sur mon travail, j'ai de nouveau essayé de partager mon enthousiasme pour la nouvelle opportunité d'emploi. L'entreprise est vraiment innovante, expliquai-je. Ils font un travail de pointe en marketing numérique, et ils connaissent une croissance rapide. Le poste me donnerait la chance de gérer mes propres comptes et de vraiment développer mes compétences d'une manière que je n'ai pas pu le faire auparavant. Ça a l'air bien, ma chérie, dit tante Géraldine avec le genre d'intérêt poli que l'on montrerait pour le projet artistique d'un enfant. Le marketing numérique. C'est très moderne, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à suivre toutes ces choses informatiques moi-même. Oncle Roger intervint avec ce qu'il pensait probablement être un conseil utile. La clé est de trouver la stabilité, Léa. Ces nouvelles entreprises, elles peuvent être là aujourd'hui et disparaître demain. Tu veux chercher des entreprises établies avec des fondations solides. C'est comme ça qu'on construit une vraie carrière. Roger a tout à fait raison, ajouta le docteur Dubois. En médecine, nous soulignons toujours l'importance des méthodes éprouvées par rapport aux approches expérimentales. Parfois, le plus récent n'est pas nécessairement le meilleur. J'ai senti mon enthousiasme se dégonfler comme un ballon percé. Ce qui m'avait semblé être une opportunité excitante était rejeté comme risqué et potentiellement insensé. J'ai essayé d'expliquer que l'entreprise existait depuis 5 ans et avait une liste de clients impressionnante, mais la conversation était déjà passée à autre chose. Grégoire décrivait sa récente recherche de maison, et soudain tout le monde était de nouveau fasciné. Il avait trouvé une belle maison bourgeoise dans un quartier exclusif, avec un garage pour 3 voitures et une piscine. Le prix qu'il a mentionné nonchalamment était plus que ce que j'espérais gagner en 3 ans. L'important, dit Grégoire, c'est de s'installer dans le bon quartier. La valeur des biens immobiliers, les secteurs scolaires, le genre de voisins avec lesquels vous voulez que vos futurs enfants grandissent. On ne peut pas mettre un prix là-dessus. Absolument, approuva maman avec enthousiasme. L'environnement est si important, surtout quand on pense à élever une famille. On veut être entouré de gens qui partagent vos valeurs, qui travaillent vers les mêmes objectifs. L'implication flottait dans l'air comme de la fumée. Le bon type de personne, le bon type de quartier, le bon type d'objectif. En revanche, mon appartement au-dessus d'une boulangerie dans le petit village de Bellefontaine était clairement le mauvais type de tout. Denis, sentant peut-être la tension, a essayé de m'inclure dans la conversation. Léa a toujours été douée avec les gens, dit-il. Elle a cette capacité naturelle à créer des liens avec les clients et à comprendre leurs besoins. C'est probablement pour ça qu'elle a réussi en marketing. Mais même sa tentative de m'inclure semblait condescendante d'une certaine manière. C'était le genre de compliment que l'on ferait à quelqu'un dont les véritables réalisations sont trop petites pour être mentionnées, un trophée de participation sous forme conversationnelle. Au fur et à mesure que le repas avançait, j'ai remarqué comment les conversations s'écoulaient naturellement autour de moi plutôt qu'à travers moi. Quand je commençais à contribuer à une discussion, il y avait une attention polie pendant un moment, puis quelqu'un réorientait doucement vers un autre sujet ou une autre personne. Ce n'était pas assez évident pour être dénoncé, mais c'était assez constant pour être intentionnel. Le pire était de voir les réactions de mes parents face aux réussites de tous les autres par rapport à leurs réponses aux miennes.
Quand Grégoire parlait de sa maison, papa posait des questions détaillées sur le quartier et le potentiel d'investissement. Quand Camille mentionnait son internat, maman voulait tout savoir sur sa spécialité et ses futurs projets de cabinet. Mais quand j'essayais de partager des détails sur ma nouvelle opportunité d'emploi, leur réponse était superficielle. Presque distraite. J'ai commencé à réaliser que ce n'était pas juste un dîner de famille. C'était une évaluation, et j'échouais à répondre aux normes fixées par tous les autres à table. Mon divorce n'était pas seulement un revers personnel. C'était une honte familiale. Ma situation de logement temporaire n'était pas seulement une solution pratique. C'était la preuve d'un échec. Mes perspectives d'emploi n'étaient pas des opportunités excitantes. C'étaient des tentatives désespérées de sauver une vie décevante. Le dîner de Noël que j'avais espéré être une célébration de la convivialité familiale se transformait en une vitrine de tout ce que je n'étais pas, de tout ce que je n'avais pas accompli, de tout ce que je ne pouvais pas me permettre. Et le pire, c'est que je pouvais voir la déception de mes parents grandir à chaque comparaison, à chaque rappel subtil de combien j'étais loin de leurs attentes. Alors que le dessert était servi, la fameuse tarte tatin de maman aux côtés de la contribution de Camille, quelques pâtisseries fines d'une boulangerie haut de gamme de Lyon, la conversation a pris un tournant qui m'a noué l'estomac d'effroi. Le docteur Dubois, peut-être sous l'effet du vin, est devenu plus philosophique sur les choix de vie et la responsabilité personnelle. Vous savez, dit-il, coupant une part de tarte avec la précision d'un chirurgien, j'ai toujours cru qu'à la fin de la vingtaine, on devrait avoir une direction claire. La vie consiste à prendre de bonnes décisions de manière constante, pas seulement à espérer que les choses s'arrangeront. Madame Dubois hocha la tête en signe d'accord. Nous avons toujours appris à Camille que les choix ont des conséquences. Quand on s'engage dans quelque chose, que ce soit une carrière, une relation ou un style de vie, il faut aller jusqu'au bout. Abandonner quand les choses deviennent difficiles n'est pas vraiment une option. J'ai ressenti ce commentaire comme un coup physique. Bien qu'il ne me regardait pas directement, le moment et le contenu rendaient clair que mon divorce était en discussion, même si c'était indirectement. J'ai pris une gorgée de vin, espérant que cela calmerait mes nerfs, mais mes mains tremblaient déjà légèrement. Grégoire, enhardi par la direction de la conversation, a décidé de partager sa propre sagesse sur l'engagement et la persévérance. En droit, nous voyons beaucoup de gens qui veulent des solutions faciles à des problèmes complexes, dit-il, sont en prenant la qualité autoritaire qu'il utilisait probablement dans les prétoires. Mais la réalité est que la plupart des problèmes dans la vie peuvent être résolus si vous êtes prêt à travailler assez dur et à faire les sacrifices nécessaires. C'est une question de responsabilité personnelle. Oncle Roger leva son verre en signe d'accord. C'est tout à fait ça. Ta génération, Grégoire, comprend la valeur de la persistance. Trop de gens aujourd'hui veulent abandonner dès que les choses deviennent difficiles au lieu de se retrousser les manches et de faire le travail. Je pouvais sentir tous les regards se tourner vers moi, même si personne n'était explicite quant à sa cible. Le message était clair. J'étais celle qui avait abandonné à table, la personne qui n'avait pas voulu faire le travail, qui avait choisi la facilité quand son mariage était devenu difficile. Parfois, dis-je doucement, ma voix à peine plus qu'un murmure, la chose la plus difficile n'est pas de rester dans une mauvaise situation. Parfois, la chose la plus difficile est d'avoir le courage de partir. La table tomba dans le silence un instant, et je regrettai immédiatement d'avoir parlé. Le visage de maman se crispa de ce qui ressemblait à de l'embarras, et papa bougea inconfortablement sur sa chaise. Denis, essayant peut-être de désamorcer la tension, s'éclaircit la gorge et tenta de changer de sujet. Eh bien, je pense que nous devrions nous concentrer sur des choses positives ce soir. C'est Noël après tout. Mais maman, au lieu de suivre son exemple, a décidé que c'était le moment pour ce qu'elle pensait probablement être de l'amour vache. Léa, ma chérie, dit-elle, sa voix prenant ce ton condescendant que les parents utilisent lorsqu'ils sont sur le point de donner des conseils de vie non sollicités. Je pense que ce que tout le monde essaie de dire, c'est que nous nous soucions de toi et que nous sommes inquiets. Tu as 28 ans et tu vis comme une étudiante. Tu as abandonné ton mariage sans vraiment essayer de le réparer, et maintenant tu prends des décisions basées sur la peur au lieu de la sagesse. J'ai eu l'impression que tout l'oxygène avait été aspiré de la pièce. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge du grand-père dans le couloir, le son lointain des enfants des voisins jouant dehors, et mon propre cœur battant à tout rompre dans mes oreilles. Je n'ai pas abandonné mon mariage, dis-je, ma voix plus forte maintenant, mais toujours contrôlée. J'ai quitté un mariage où mon mari était émotionnellement impliqué avec une autre femme et refusait d'aller en thérapie. Je suis partie parce que rester aurait signifié accepter la trahison comme quelque chose de normal. Mais les mariages se travaillent, ma chérie, intervint tante Géraldine, se sentant clairement habilitée à donner son avis. Tous les mariages traversent des périodes difficiles. La question est de savoir si tu es prête à te battre pour quelque chose qui vaut la peine d'être sauvé.
Comment savez-vous que ça ne valait pas la peine d'être sauvé? Demandai-je, sentant mon sang-froid commencer à se fissurer. Comment savez-vous ce qui se passait derrière les portes closes dans mon mariage? Le docteur Dubois posa sa fourchette et me regarda avec le genre d'évaluation clinique qu'il utilisait probablement avec des patients difficiles. Léa, personne ici ne t'attaque. Nous essayons de t'aider à voir que les schémas de comportement ont tendance à se répéter. Si tu n'apprends pas de cette expérience et ne fais pas des choix différents à l'avenir, tu risques de te retrouver dans des situations similaires. La condescendance dans sa voix était accablante. Cet homme, qui me connaissait depuis exactement 3 heures, psychanalysait mes choix de vie et prédisait mes futurs échecs. Et ma famille hochait la tête comme si ses idées étaient d'une profonde sagesse au lieu d'un jugement présomptueux. Quel genre de choix différents? Demandai-je, bien que je redoute la réponse. Eh bien, dit madame Dubois délicatement, en s'épongeant les lèvres avec sa serviette. Peut-être être plus réaliste quant à tes attentes. Tout le monde n'est pas fait pour le genre de carrière exigeante qui vous éloigne des responsabilités familiales. Certaines personnes sont plus heureuses dans des rôles plus traditionnels. Camille, qui était restée silencieuse pendant la majeure partie de cet échange, prit enfin la parole. Je pense que ce que tout le monde veut dire, c'est que l'équilibre est important. Je poursuis ma carrière médicale, mais je comprends aussi que la famille passe avant tout. Quand Denis et moi nous marierons, je m'assurerai que mes choix de carrière soutiennent nos objectifs relationnels, et non qu'ils entrent en compétition avec eux. C'était une réponse non-réponse, si parfaitement diplomatique qu'elle parvenait à la fois à soutenir la position de tous les autres tout en me faisant paraître encore plus déraisonnable de ne pas avoir atteint le même équilibre. Le pire, c'est que Camille croyait probablement sincèrement qu'elle était utile. Denis, de plus en plus mal à l'aise avec la tournure de la conversation, essaya une fois de plus de réorienter. Peut-être devrions-nous parler d'autre chose. Léa fait de son mieux pour reconstruire sa vie, et elle n'a pas besoin que nous en rajoutions avec des conseils qu'elle n'a pas demandés. Mais maman n'avait pas fini. Elle préparait clairement ce moment depuis des mois, et rien n'allait l'empêcher de dire ce qu'elle avait à dire. Non, Denis. Je pense que cette conversation doit avoir lieu, dit-elle, sa voix prenant un ton de résolution déterminée. Nous marchons tous sur des œufs autour de Léa depuis des mois, prétendant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Parfois, les gens ont besoin d'entendre la vérité, même si elle est inconfortable. J'avais l'impression de regarder un accident de voiture au ralenti, impuissante à arrêter ce qui allait se passer, mais incapable de détourner le regard. Le pire, c'est qu'une partie de moi avait toujours su que ce moment viendrait. La tolérance polie, la déception subtile, la manière prudente dont ma famille me traitait depuis le divorce, tout cela avait mené à ceci. Quelle vérité, maman? Demandai-je, sans être sûr de vraiment vouloir connaître la réponse. Elle regarda autour de la table, cherchant le soutien des invités assemblés, et je vis plusieurs petits hochements de tête d'encouragement. Puis elle se leva, redressa les épaules, et prononça les mots qui allaient tout changer entre nous pour toujours. Maman se tenait au bout de la table, comme un juge s'apprêtant à rendre un verdict. La lumière des bougies vacillait sur son visage, projetant des ombres qui rendaient son expression plus dure que je ne l'avais jamais vue. La pièce était complètement silencieuse, à l'exception du doux tic-tac de l'horloge du grand-père et du son lointain de la musique de Noël jouant quelque part dans le voisinage. « Eh bien, Léa, commença-t-elle, sa voix empreinte de ce calme forcé qui précède une explosion. Puisque tu insistes pour contester tout le monde et trouver des excuses à ta situation, je pense qu'il est temps que quelqu'un soit complètement honnête avec toi. » Je sentis mon sang se glacer. Une partie de moi voulait se lever et partir sur le champ, prendre mon manteau et sortir avant que ce qui allait arriver ne puisse détruire ce qui restait de notre relation familiale. Mais j'étais figée sur place, piégée par des années de conditionnement qui me disaient de rester assise et d'encaisser tout ce que ma famille décidait de me servir. Maman regarda chaque invité autour de la table, comme si elle cherchait leur permission pour ce qu'elle s'apprêtait à faire. Le docteur et madame Dubois restaient parfaitement immobiles, leur visage soigneusement neutre, mais leurs yeux brillaient de cet intérêt que les gens ont lorsqu'ils sont sur le point d'assister à quelque chose de dramatique. Grégoire se pencha légèrement en arrière sur sa chaise, son expression mêlée de curiosité professionnelle, comme s'il observait une étude de cas fascinante. Oncle Roger et tante Géraldine échangèrent un regard entendu qui suggérait qu'ils attendaient ce moment. La vérité, continua maman, sa voix devenant plus forte et plus assurée à chaque mot, c'est que nous avons honte de toi. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai senti mon corps reculer comme si elle m'avait giflé. La pièce sembla basculer légèrement, et je me suis agrippée au bord de la table pour me stabiliser. Nous avons essayé d'être solidaires, poursuivit-elle, apparemment inconsciente ou indifférente à la dévastation qu'elle causait. Nous avons essayé d'être compréhensifs envers tes choix et tes difficultés, mais trop c'est trop. Tu as 28 ans, Léa. Tu devrais être installée maintenant,
en train de construire quelque chose de significatif dans ta vie au lieu de rebondir d'une crise à l'autre comme une adolescente. Elle fit un geste large, comme si elle présentait des preuves à un jury. Regarde autour de cette table. Regarde ce que tous les autres ont accompli. Grégoire est un avocat à succès qui possède sa propre maison et contribue de manière significative à sa communauté. Camille termine son internat en médecine et sauvera bientôt la vie d'enfants. Denis a bâti une carrière stable et planifie un avenir magnifique avec une femme qui partage ses valeurs et ses ambitions. Chaque comparaison était comme un nouveau couteau qu'on tournait dans ma poitrine. Mais elle n'avait pas fini. Et puis il y a toi, dit-elle, sa voix prenant un ton de résignation déçue. Vivant dans un minuscule appartement au-dessus d'une boulangerie, comme une sorte de décrocheuse universitaire. Travaillant à des emplois qui paient à peine assez pour couvrir tes dépenses de base. Divorcée parce que tu n'as pas pris la peine de travailler sur ton mariage quand il est devenu difficile. Le silence dans la pièce était assourdissant. J'entendais ma propre respiration, courte et rapide, et le battement de mon cœur dans mes oreilles. J'ai regardé autour de la table, espérant désespérément voir un signe de soutien, une indication que quelqu'un pensait que cela allait trop loin, que c'était trop cruel. Mais ce que j'ai vu était pire qu'une hostilité active. J'ai vu des hochements de tête approbateurs. J'ai vu des visages qui suggéraient que c'était un remède difficile mais nécessaire. J'ai vu des gens qui pensaient que ma mère disait enfin ce qui devait être dit. Papa s'éclaircit doucement la gorge et, un instant, j'ai espéré qu'il allait intervenir, me défendre, rappeler à tout le monde que j'étais sa fille et que je méritais un meilleur traitement que celui-ci. Au lieu de cela, il dit doucement « Ta mère a raison, Léa. Nous nous inquiétons pour toi depuis longtemps, et nous ne savons pas comment te faire comprendre. » Denis avait l'air profondément mal à l'aise, le visage rouge d'embarras, mais il resta silencieux. Camille tendit la main et serra la sienne en signe de soutien, son expression empreinte d'une sollicitude compatissante, comme si elle était désolée pour lui d'avoir à assister à l'humiliation publique de sa sœur. Un mariage raté, continua maman, se sentant clairement enhardie par le soutien qu'elle recevait. Vivre comme une adolescente, pas de réelle perspective de carrière à 28 ans. Comprends-tu à quel point c'est embarrassant pour nous ? As-tu la moindre idée de ce que les gens disent quand ils nous interrogent sur nos enfants ? Je peux me vanter de Denis et de ses réalisations, de sa belle fiancée, de son avenir prometteur. Mais que suis-je censée dire à ton sujet ? Elle fit une pause, laissant la question en suspens dans l'air comme un nuage toxique. Peut-être que si tu l'entendais de nous tous, dit-elle en faisant un geste autour de la table, tu finirais par comprendre que le problème, ce ne sont pas les autres. Le problème, c'est toi, tes choix, ton attitude, ton refus d'assumer la responsabilité de ta propre vie. C'est à ce moment-là que Denis a ri. Cela a commencé comme un rire nerveux, le genre de son que les gens font quand ils sont mal à l'aise et ne savent pas comment réagir autrement. Mais ensuite, il est devenu plus fort, plus confiant, comme s'il avait décidé qu'il était plus facile de se joindre à la meute que de me défendre. Peut-être que maman a raison, dit-il, sa voix portant une note d'amusement cruel. Peut-être que tu as besoin d'entendre ça de la part des gens qui tiennent à toi avant de vraiment écouter. Son rire fut comme de l'essence sur un feu. Soudain, Grégoire se mit à rire aussi, secouant la tête comme si ma situation était en quelque sorte amusante plutôt que tragique. Même oncle Roger laissa échapper un petit rire, le genre qui suggérait qu'il trouvait ma correction attendue depuis longtemps. Le son de leur rire mêlé au sermon continu de ma mère créa un cauchemar surréaliste qui semblait tout droit sorti d'un film d'horreur. Ces gens qui étaient censés m'aimer, qui étaient censés me soutenir, se moquaient littéralement de ma douleur. Regardez son visage, dit maman, comme si je n'étais pas assise juste là. Comme si je ne pouvais pas entendre chaque mot. C'est le regard de quelqu'un qui comprend enfin ce que tout le monde pensait, mais était trop poli pour le dire. La cruauté totale de ce moment était accablante. Ce n'était pas de l'amour vache ou une intervention bienveillante. C'était une humiliation publique exécutée pour un public, conçue pour me briser complètement. Et le pire, c'est que ça fonctionnait. Je pouvais sentir mon estime de moi, déjà fragile à cause du divorce et des difficultés de l'année écoulée, s'effondrer sous le poids de leur jugement collectif. J'ai regardé une dernière fois autour de la table, cherchant désespérément ne serait-ce qu'un visage qui montrait de la sympathie, une personne qui pensait que cela était allé trop loin. Mais ce que j'ai vu, c'était une pièce remplie de gens qui avaient décidé que je méritais ce traitement, que j'avais attiré cette honte et cette humiliation sur moi par mes échecs et mes mauvais choix. C'est alors que quelque chose a changé en moi. La dévastation était toujours là. Le chagrin était toujours accablant, mais en dessous de tout cela, je sentis quelque chose d'autre commencer à naître. C'était petit au début, juste une minuscule flamme d'indignation, mais elle devenait plus forte à chaque seconde qui passait. Il voulait me faire honte de mes choix. Très bien. Mais si nous devions laver notre linge sale en public et juger la vie des autres,
alors tout le monde à cette table était sur le point de découvrir que j'avais aussi quelques vérités à partager. Je suis restée assise pendant ce qui m'a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que quelques secondes, sentant le poids de leur regard. Quelque chose se passait en moi que je n'avais jamais ressenti auparavant. Toute ma vie, j'avais été la pacificatrice, celle qui aplanissait les conflits et essayait de mettre tout le monde à l'aise. J'avais avalé les critiques, accepté les reproches et intériorisé chaque regard déçu que ma famille m'avait jamais lancé. Mais en regardant autour de cette table les visages des gens qui prétendaient m'aimer tout en me détruisant activement, quelque chose de cristallin et d'incassable s'est formé dans ma poitrine. C'était la clarté, pure et simple. Pour la première fois de ma vie, je pouvais voir ma famille clairement, sans les filtres de l'obligation et des illusions. Je me suis levée lentement, mes mouvements délibérés et contrôlés. Les rires se sont tus immédiatement, remplacés par un silence surpris. L'expression assurée de maman a légèrement vacillé, comme si elle commençait tout juste à réaliser qu'elle avait peut-être poussé le bouchon trop loin. « Vous avez honte de moi », dis-je, ma voix calme mais portant clairement dans la pièce silencieuse. « Laissez-moi vous dire à quoi ressemble vraiment la honte. » Je me suis tournée pour faire face directement à ma mère, et j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux qui aurait pu être de la peur. La honte, c'est une mère qui a eu une liaison quand sa fille avait 12 ans, dis-je, ma voix se renforçant à chaque mot. La honte, c'est de penser qu'une petite fille effrayée n'a pas remarqué quand papa a commencé à travailler tard tous les soirs après avoir trouvé ses messages sur ton téléphone. La couleur a quitté le visage de maman si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. La fourchette de papa a cliqueté contre son assiette en tombant, sa bouche s'ouvrant sous le choc. « Léa » murmura maman, mais je n'avais pas fini. Loin de là. La honte, c'est de prétendre pendant 16 ans que tout allait bien, que notre famille était parfaite pendant que tu te faufilais avec ton professeur de tennis. Tu te souviens de lui, maman? Richard, celui qui a soudainement déménagé en Corse juste après que papa t'ait confronté. Le silence dans la pièce était différent maintenant. Ce n'était plus l'attente feutrée d'un public attendant un spectacle. C'était le silence suffocant de personnes réalisant qu'elles étaient sur le point d'assister à quelque chose qui changerait tout, de façon permanente. Je me suis tournée vers mon père, et mon cœur s'est un peu brisé en voyant la douleur dans ses yeux. Mais j'étais au-delà de tout arrêt maintenant. Et la honte, papa, c'est de boire jusqu'à t'endormir tous les soirs pendant 2 ans en prétendant que tout allait bien. Tu penses que je ne sentais pas le whisky sur ton haleine quand tu venais me border? Tu penses que je n'ai pas remarqué les bouteilles cachées dans le garage derrière les décorations de Noël? Le visage de papa est devenu cendré. Il a commencé à parler, mais aucun mot n'est sorti. Mais nous ne parlons pas de ces choses dans cette famille, n'est-ce pas? Continuai-je, ma voix gagnant en puissance et en élan. Nous faisons juste semblant qu'elles ne se sont pas produites et nous nous concentrons sur le maintien des apparences. Nous gardons les secrets de famille et nous jugeons tout le monde pour ne pas être assez parfaits. Je me suis tournée vers Denis, et pour la première fois depuis que j'avais commencé à parler, ma voix s'est légèrement adoucie avec une tristesse sincère. Et Denis, le gentil Denis, que tout le monde pense si parfait. Devrais-je leur parler de ta 2e année de fac? De Jennifer Morin et de la façon dont tu m'as supplié de t'aider à couvrir ton infidélité pour que Camille ne découvre jamais rien, de la façon dont je lui ai menti en face à cette fête quand elle m'a demandé directement si je savais quelque chose sur les rumeurs qu'elle avait entendues. Denis est devenu complètement blanc. La tête de Camille s'est tournée brusquement vers lui, ses yeux grands ouverts de choc et de quelque chose qui ressemblait à un début de compréhension. Ou devrions-nous parler d'une histoire plus récente? Continuai-je. Comme le mois dernier, quand tu m'as appelé en pleurant parce que tu avais des doutes sur le mariage, quand tu as dit que tu te sentais piégé par les attentes de tout le monde et que tu te demandais si tu ne faisais pas la plus grosse erreur de ta vie. Ça suffit, dit Denis, sa voix à peine plus qu'un murmure. Mais j'étais bien au-delà de l'écoute de ces protestations. J'ai regardé autour de la table nos invités distingués, ces personnes qui s'étaient assises ici à juger ma vie tout en se présentant comme des modèles de réussite et d'autorité morale. Vous voulez parler de honte? Dis-je, m'adressant à la salle. La honte, c'est de s'asseoir dans la maison de quelqu'un d'autre, de manger sa nourriture et de participer à la destruction systématique de sa fille. La honte, c'est de penser que votre succès vous donne le droit de porter un jugement sur quelqu'un dont vous ne connaissez rien des difficultés. Je me suis retournée vers ma mère, qui pleurait maintenant silencieusement, des larmes coulant sur son visage soigneusement maquillé. Mais la plus grande honte, maman, celle qui devrait t'empêcher de dormir la nuit, c'est celle-ci. J'ai divorcé de quelqu'un qui m'a trahi plutôt que de vivre un mensonge. J'ai choisi l'honnêteté plutôt que la commodité. La vérité plutôt que les apparences. J'ai choisi de construire une vie basée sur l'intégrité plutôt que sur la prétention. Et tu as honte de moi pour ça. Ma voix s'est élevée pour la première fois, portant toute la douleur, la colère et la déception de 28 ans. Je reconstruis ma vie avec courage et honnêteté,
quelque chose que cette famille ne reconnaîtrait pas même si ça vous frappait en plein visage. Je vis dans un petit appartement parce que je paie mon propre loyer au lieu d'accepter de l'argent de gens qui pensent que le soutien financier leur donne le droit de me contrôler et de m'humilier. Je travaille à des emplois qui ne vous impressionnent peut-être pas, mais au moins je ne construis pas mon succès sur des mensonges et des secrets cachés. J'ai fait une pause, regardant une dernière fois autour de la table les visages des gens qui avaient pensé pouvoir me briser et me reconstruire à leur image. « Vous avez honte de moi », dis-je, ma voix maintenant calme, stable et absolument certaine. « Bien. Je suis fière de décevoir des gens qui pensent que maintenir les apparences est plus important que de maintenir son intégrité. Je suis fière d'être l'échec de la famille dans une famille qui définit le succès comme la capacité à cacher son dysfonctionnement derrière des vêtements coûteux et des titres professionnels impressionnants. » Le silence qui a suivi était complet et dévastateur. Les pleurs silencieux de maman étaient le seul son dans la pièce, ponctué par le reniflement occasionnel de quelqu'un d'autre qui commençait enfin à mesurer le poids de ce qui venait de se passer. Si être honnête sur mes difficultés et choisir l'intégrité plutôt que la commodité vous fait honte de moi, dis-je en ramassant mon sac à main et mon manteau de la chaise derrière moi, alors je suis fière d'être tout ce dont vous avez honte. Les conséquences furent immédiates et chaotiques. Les pleurs silencieux de maman explosèrent en sanglots profonds, le genre de pleurs qui viennent du plus profond de l'âme quand quelqu'un réalise qu'il a détruit quelque chose de précieux et d'irremplaçable. Elle s'agrippa au bord de la table comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout, ses cheveux soigneusement coiffés tombant pour cacher son visage. « Léa, s'il te plaît, » halta-t-elle entre deux sanglots. « Je ne voulais pas, je n'ai jamais voulu. » Mais ces mots se perdirent dans le chaos général qui avait éclaté autour de la table. Papa me fixait avec un mélange de choc et de quelque chose qui aurait pu être du respect, tout en essayant simultanément de digérer la révélation publique de secrets qu'il pensait avoir été enterrés en toute sécurité des décennies auparavant. Denis était passé du blanc au rouge, puis de nouveau au blanc, ses yeux passant frénétiquement de Camille à moi, alors qu'il essayait de calculer l'étendue des dégâts causés à son image si soigneusement construite. Camille était assise, parfaitement immobile, son visage un masque de sang-froid contrôlé, mais ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle assimilait les implications de ce qu'elle venait d'apprendre sur son fiancé. Grégoire, pour une fois dans sa vie, semblait n'avoir rien à dire. Sa bouche s'ouvrit et se referma plusieurs fois comme s'il essayait de formuler une sorte d'objection juridique à ce qui venait de se passer, mais aucun mot ne sortit. Oncle Roger et tante Géraldine semblaient vouloir disparaître dans leur chaise, regrettant clairement leur participation à ce qui était passé d'une intervention familiale à une destruction familiale. Le docteur et madame Dubois se reculaient déjà de la table, leur visage soigneusement neutre, mais leur langage corporel criait leur désir de s'échapper de cette situation le plus rapidement possible. Ce n'était pas le genre de dîner de famille raffiné auquel ils s'attendaient, et ils ne voulaient clairement aucune part de ce qui allait suivre. « Nous devrions probablement y aller », dit doucement le docteur Dubois à sa femme, sa voix portant le calme professionnel qu'il utilisait probablement pour annoncer de mauvaises nouvelles aux familles des patients. « Oui », acquiesça rapidement madame Dubois, cherchant déjà son sac à main. « Cela semble être une affaire de famille qui devrait être traitée en privé. » Mais je n'avais pas encore fini. « Non, s'il vous plaît, ne partez pas à cause de moi, » dis-je, ma voix toujours calme mais portant une pointe qui figea tout le monde. Vous étiez si désireux de participer au jugement de mes choix de vie. Je détesterais que vous manquiez la conclusion de votre évaluation. Je me suis retournée vers ma famille, ces gens qui m'avaient élevée et prétendaient m'aimer tout en minant systématiquement ma confiance et mon estime de moi pendant des années. Vous voulez savoir quelle est la vraie différence entre moi et tous les autres à cette table ? Demandai-je. Je suis la seule qui ait été assez courageuse pour affronter la vérité sur ma vie et faire les choix difficiles nécessaires pour la changer. Tous les autres ici se cachent encore derrière des mensonges, des faux-semblants et l'argent des autres. Papa retrouva enfin sa voix. « Léa, ça suffit. Tu as fait valoir ton point de vue. Il n'est pas nécessaire de… » « De quoi, papa ?» interrompis-je. « De dire la vérité ? D'arrêter de protéger les sentiments de tout le monde pendant qu'ils détruisent systématiquement les miens ? De refuser d'être le bouc émissaire de la famille. » Je le regardais directement, cet homme qui avait lutté avec ses propres démons mais ne m'avait jamais montré la grâce qu'il demandait maintenant. « Tu veux que j'arrête de parler parce que tu es gêné, parce que nos invités sont mal à l'aise. » Où était cette préoccupation pour mon confort quand tout le monde se relayait pour expliquer pourquoi ma vie était une telle déception? Éléonore pleurait toujours, mais maintenant elle essayait de parler à travers ses larmes. « J'essayais de t'aider, » dit-elle, sa voix brisée et désespérée. « Je pensais que si tu l'entendais de la part de gens qui t'aiment. » « Les gens qui m'aiment ne m'humilient pas devant des étrangers pour se divertir, » dis-je en la coupant. « Les gens qui m'aiment n'utilisent pas un dîner de famille comme une occasion de mettre en valeur mes échecs. Les gens qui m'aiment me soutiennent quand je reconstruis ma vie, ils ne me démolissent pas parce que ma réussite ne ressemble pas à ce qu'ils pensent qu'elle devrait être. »
Je pris mon manteau et mon sac à main, me déplaçant avec un calme délibéré vers la porte. Derrière moi, j'entendais le bruit des chaises qui raclaient alors que les gens bougeaient inconfortablement, ne sachant s'il fallait essayer de m'arrêter ou me laisser partir. « Léa, attends !» cria Denis, sa voix se brisant légèrement. « On peut arranger ça. On peut en parler. » Je me suis retournée pour regarder mon petit frère, cette personne que j'avais protégée, pour qui j'avais menti et que j'avais couverte toute notre vie, qui venait de participer à mon humiliation publique parce que c'était plus facile que de prendre ma défense. « Arranger quoi exactement, Denis ?» demandai-je. « Le fait que tu m'aies montré qui tu étais vraiment quand ça comptait ? Le fait que tu sois resté assis là à rire pendant que notre mère me détruisait ? Ou le fait que ta fiancée sait maintenant que tu es capable de tromper et de mentir quand la pression monte ?» Le visage de Camille était toujours un masque prudent, mais je pouvais voir les rouages tourner derrière ses yeux alors qu'elle traitait non seulement ce qu'elle avait appris sur Denis, mais aussi ce qu'elle avait vu de la famille dans laquelle elle était sur le point d'entrer. « Il n'y a rien à arranger, continuai-je. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous avons toujours été. Je suis juste la première personne de cette famille à avoir été assez courageuse pour arrêter de faire semblant. » Je me suis dirigée vers la porte d'entrée et cette fois, personne n'a essayé de m'arrêter. Derrière moi, j'entendais le bruit des chaises repoussées alors que les Dubois prenaient congé, suivis par les bruits gênés des autres invités rassemblant leurs affaires et trouvant des excuses polies mais hâtives. En atteignant la porte d'entrée, je me suis retournée une dernière fois pour voir ma mère, toujours en larmes à la tête de la table, et mon père assis dans un silence stupéfait à côté d'elle. Denis essayait d'avoir une conversation à voix basse avec Camille, qui écoutait avec le genre d'attention clinique qu'elle utilisait probablement pour prendre les antécédents de ses patients. « Pour ce que ça vaut, dis-je, ma voix portant clairement à travers la maison, j'espère qu'un jour vous comprendrez que je n'ai pas détruit cette famille ce soir. J'ai juste arrêté de vous laisser m'utiliser pour maintenir votre dysfonctionnement. » J'ai ouvert la porte d'entrée et suis sortie dans la nuit froide de Noël, laissant derrière moi la maison où j'avais grandi, la famille qui m'avait façonné, et les illusions qui m'avaient soutenu pendant 28 ans. La neige tombait toujours doucement, et le quartier était illuminé de lumières de Noël qui rendaient tout magique et paisible. Je pouvais entendre des rires et de la musique provenant d'autres maisons, des familles qui avaient vraisemblablement le genre de célébration de Noël que j'avais toujours cru être la mienne. Je suis montée dans ma voiture et je suis restée assise là un moment, mes mains tremblant alors que l'adrénaline de la confrontation commençait à se dissiper. Une partie de moi se sentait dévastée par ce qui venait de se passer, par la destruction finale de toute prétention que ma famille était capable de m'aimer inconditionnellement. Mais sous la tristesse, il y avait autre chose. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était du soulagement. Un soulagement pur et net du fardeau d'essayer d'obtenir l'approbation de personnes qui avaient déjà décidé que je n'en valais pas la peine. Un soulagement du travail épuisant de prétendre que leur traitement à mon égard était normal ou acceptable. Un soulagement du doute constant et de la remise en question qui découlait de la tentative de répondre à des normes conçues pour être impossibles. En m'éloignant de la maison où j'avais passé les 18 premières années de ma vie, j'ai réalisé que pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais complètement libre de devenir qui je voulais être, sans le poids des attentes familiales, des soupirs déçus et des suggestions prudentes sur la façon dont je pourrais être meilleure. Je suis rentrée chez moi dans la nuit calme de Noël, mon esprit étonnamment clair malgré tout ce qui venait de se passer. Les rues familières de Bellefontaine semblaient différentes, comme si je les voyais pour la première fois sans le filtre des souvenirs d'enfance et des obligations familiales. Les décorations de Noël qui avaient paru magiques plus tôt ressemblaient maintenant à des décors de scène pour des performances que tout le monde était trop poli pour reconnaître. Quand je suis revenue à mon appartement au-dessus de la boulangerie Mercier, je suis restée assise dans ma voiture quelques minutes, regardant les fenêtres de mon petit chez-moi. Les lumières étaient éteintes et de l'extérieur, il semblait solitaire et humble par rapport à la grande maison familiale que je venais de quitter. Mais en montant les escaliers étroits jusqu'à ma porte d'entrée, j'ai réalisé quelque chose de profond. Ce petit espace était le premier endroit où j'avais jamais vécu qui était entièrement à moi, libre du poids des attentes et des jugements des autres. À l'intérieur, mon appartement ressemblait à un sanctuaire. Il était minuscule, oui, et il sentait perpétuellement la cannelle et le pain frais de la boulangerie en dessous. Mais il était honnête. Il n'y avait pas de photos de famille pleines de sourires forcés, pas de meubles coûteux achetés pour impressionner les visiteurs, pas d'arrangements soignés conçus pour cacher le dysfonctionnement derrière de belles façades. Je me suis assise sur mon petit canapé et j'ai regardé mes humbles possessions. Les meubles d'occasion que j'avais achetés avec mon propre argent, les livres que je collectionnais lentement, le petit sapin de Noël que j'avais décoré avec de simples ornements du magasin à 1 euro. Rien de tout cela n'était impressionnant selon les normes de ma famille. Mais tout était réel. Mon téléphone a commencé à sonner vers 22 heures. D'abord, c'était Denis, puis papa, puis même oncle Roger. Je les ai tous laissés tomber sur la messagerie vocale. Je n'étais pas prête à entendre leurs excuses,
leurs explications, leurs tentatives de minimiser ce qui s'était passé ou de me convaincre que je réagissais de manière excessive à une humiliation publique lors du dîner de Noël. Au lieu de cela, je me suis préparé une tasse de tisane et je me suis assise près de ma petite fenêtre, regardant la neige tomber sur la rue calme en dessous. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je me sentais vraiment en paix. L'anxiété constante de savoir si je décevais ma famille avait disparu, remplacée par la simple certitude que j'étais exactement là où je devais être. Le lendemain matin, le jour de Noël, je me suis réveillée avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis avant l'effondrement de mon mariage. Au lieu de passer la journée à répondre aux appels téléphoniques des membres de ma famille ou à m'apitoyer sur mon sort, j'ai décidé de faire quelque chose qui honorerait la personne que j'essayais de devenir. J'ai appelé le foyer pour sans-abri local, les Restos du Cœur, et j'ai demandé s'ils avaient besoin de bénévoles pour le service du repas de Noël. La femme qui a répondu au téléphone a semblé surprise mais reconnaissante, et en moins d'une heure, j'étais dans la cuisine du centre communautaire de Bellefontaine, aidant à préparer le dîner de Noël pour des gens qui n'avaient nulle part où aller. Les autres bénévoles étaient un mélange d'âge et de milieu, mais ils partageaient tous quelque chose qui manquait totalement à la table de Noël de ma famille. Une gentillesse et une acceptation sincères. Personne ne m'a interrogé sur mon travail, ma situation amoureuse ou mes projets d'avenir. Personne ne m'a comparé à quelqu'un d'autre ni suggéré des façons dont je pourrais vivre ma vie différemment. Au lieu de cela, je me suis retrouvée à travailler aux côtés de personnes qui étaient là simplement parce qu'elles voulaient aider. Il y avait Marguerite, une enseignante à la retraite qui faisait du bénévolat au foyer depuis 15 ans. Il y avait Jacques, un mécanicien local qui amenait sa fille adolescente avec lui chaque Noël pour aider à servir les repas. Il y avait le père Martin de l'Église catholique qui parvenait à faire en sorte que tout le monde se sente le bienvenu, quelle que soit sa foi ou son origine. En préparant des assiettes de dinde, de purée de pommes de terre et de haricots verts, j'ai réalisé que c'était ce que je cherchais depuis le début. Un sentiment d'utilité qui venait de la contribution à quelque chose de plus grand que moi, plutôt que de répondre aux attentes des autres sur ce à quoi ma vie devrait ressembler. Les personnes que nous avons servies étaient reconnaissantes d'une manière qui m'a touché le cœur. Beaucoup d'entre elles étaient des familles qui avaient traversé des moments difficiles, pas si différentes de ma propre situation après mon divorce. D'autres étaient des personnes âgées qui n'avaient pas de famille à proximité ou des individus aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. Mais aucun d'eux ne m'a traité comme si j'étais défectueuse ou une déception. Aucun d'eux n'a ri de mes difficultés ou suggéré que mes problèmes étaient le résultat de défauts de caractère. À la fin de la journée, j'étais épuisée, mais plus heureuse que je ne l'avais été depuis des mois. Alors que nous nettoyions la cuisine et rangions les restes de nourriture, Marguerite m'a demandé si je serais intéressée à aider pour leur service de repas hebdomadaire régulier. Nous cherchons toujours des bénévoles fiables, dit-elle avec un sourire chaleureux. Vous avez un don naturel avec les gens, et vous travaillez dur. Ce sont les qualités que nous apprécions le plus ici. C'était un compliment si simple, mais il signifiait plus pour moi que toute l'approbation conditionnelle que j'avais passé des années à essayer de gagner de ma famille. Voici quelqu'un qui voyait de la valeur en qui j'étais, pas en ce que je pouvais accomplir, réaliser ou acquérir. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, en sentant que j'avais enfin trouvé ma place dans le monde. Ce n'était pas la place que ma famille avait imaginée pour moi, avec la carrière impressionnante, le mariage réussi et la maison dans le bon quartier, mais c'était réel et c'était à moi. Et c'était construit sur une base d'authenticité plutôt que de prétention. Au cours des semaines suivantes, les répercussions du dîner de Noël ont continué à se faire sentir. Denis a appelé plusieurs fois, laissant finalement un message vocal qui m'a surprise par sa sincérité. Il s'est excusé pour son comportement et a admis qu'il luttait contre des doutes concernant ses fiançailles et ses choix de vie, mais qu'il avait eu trop peur d'être honnête sur ses sentiments. Camille, selon Denis, avait reporté leur mariage indéfiniment, le temps de digérer ce qu'elle avait appris sur lui et sa famille. La romance de conte de fées qui paraissait si parfaite de l'extérieur était apparemment beaucoup plus compliquée lorsqu'on l'examinait honnêtement. Papa a envoyé une lettre écrite de sa main soignée, reconnaissant son problème d'alcool d'il y a des années et s'excusant de n'avoir jamais abordé la façon dont cela m'avait affecté. Il n'a pas cherché d'excuses ni essayé de minimiser son comportement, ce qui signifiait plus pour moi que n'importe quel grand geste aurait pu le faire. La réponse de maman a été plus compliquée. Elle a appelé à plusieurs reprises, parfois en pleurant, parfois en colère, parfois en essayant de me convaincre qu'elle avait agi par amour et inquiétude. Elle semblait incapable de comprendre que ses intentions n'avaient pas d'importance quand ses actions avaient été si blessantes. Alors que l'hiver se transformait en printemps, je me suis retrouvée à construire une vie complètement différente de tout ce que j'avais jamais imaginé, mais d'une manière ou d'une autre parfaitement adaptée à la personne que je devenais. Le nouveau travail à Dijon s'était avéré encore meilleur que je ne l'espérais. Mon superviseur appréciait mon éthique de travail et ma créativité, et on m'a rapidement donné plus de responsabilités et d'autonomie que je n'en avais jamais eu auparavant. Plus important encore,
je nouais des relations avec des gens qui valorisaient l'authenticité plutôt que la réussite. Mon bénévolat au Resto du Cœur m'avait amené à me lier d'amitié avec des gens de tous horizons, unis par un engagement commun à aider les autres plutôt qu'à rivaliser les uns avec les autres. J'ai commencé à voir une thérapeute, le docteur Hélène Fournier, qui m'a aidé à comprendre les dynamiques qui avaient façonné mes relations familiales et mon propre sentiment d'estime de soi. Grâce à nos séances, j'ai commencé à voir comment des années d'amour conditionnel et de critique constante m'avaient appris à douter de mes propres perceptions et à accepter un traitement que personne ne devrait avoir à tolérer. Le dysfonctionnement familial crée souvent un bouc émissaire, a expliqué le docteur Fournier lors d'une de nos séances. Une personne devient le réceptacle de tous les problèmes et de toute la honte de la famille, permettant à tous les autres de se sentir mieux dans leur peau par comparaison. Se libérer de ce rôle demande un courage énorme, car cela signifie renoncer à l'espoir que vous pouvez d'une manière ou d'une autre gagner leur approbation en étant assez parfaite. Cette prise de conscience a été à la fois douloureuse et libératrice. Elle expliquait tant de choses sur la dynamique de ma famille et m'a aidé à comprendre que leur traitement à mon égard n'avait jamais vraiment été une question de mes échecs ou de mes lacunes. Il s'agissait de leur besoin d'avoir quelqu'un à blâmer pour leurs propres déceptions et leurs attentes non satisfaites. Le printemps a également apporté un développement inattendu dans ma vie personnelle. Grâce à mon bénévolat, j'avais rencontré Hugo, un professeur de français au lycée qui aidait à coordonner le programme d'alphabétisation du foyer. Il ne ressemblait en rien aux hommes que ma famille aurait choisis pour moi. Pas de titre professionnel impressionnant, ni de relations prestigieuses. Mais il était gentil, drôle et sincèrement intéressé par mes pensées et mes sentiments, pas seulement par mon potentiel à améliorer sa propre image. Hugo avait traversé ses propres épreuves, y compris un divorce difficile avec quelqu'un qui avait essayé de tout changer chez lui. Notre relation s'est développée lentement, fondée sur l'amitié et le respect mutuel plutôt que sur la passion et les promesses. Nous faisions de longues promenades dans le parc, discutant de livres, d'idées et de rêves qui n'avaient rien à voir avec le fait d'impressionner les autres. « Tu es la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée », m'a-t-il dit un soir alors que nous étions assis sur un banc à regarder le coucher de soleil sur le lac. « Tu n'essaies pas d'être quelqu'un d'autre que qui tu es, et c'est incroyablement rare et beau. » C'était un genre de compliment si différent de ceux que j'avais l'habitude d'entendre. Au lieu de me louer pour mes réalisations ou mon apparence, il célébrait mon caractère, ma volonté d'être vulnérable et honnête sur mes difficultés et ma croissance. À l'été, j'avais emménagé dans un appartement plus grand, toujours à Bellefontaine, mais dans une résidence où je me sentais plus chez moi que partout où j'avais vécu. J'avais un travail que j'appréciais, un bénévolat significatif, des amitiés sincères et une relation amoureuse basée sur le respect mutuel et une connexion authentique. Le plus surprenant, c'est que j'ai découvert que je pensais rarement à l'approbation de ma famille. L'anxiété constante de savoir si je les décevais avait été remplacée par un profond sentiment de paix qui venait du fait de vivre selon mes propres valeurs plutôt que leurs attentes. Denis et moi avions commencé à reconstruire notre relation, lentement et prudemment. Il avait mis fin à ses fiançailles avec Camille, une décision qui avait été difficile mais finalement honnête. Il était aussi en thérapie, travaillant à comprendre son propre rôle dans le dysfonctionnement de notre famille et apprenant à faire des choix basés sur ses propres besoins plutôt que sur des pressions extérieures. Je t'enviais, a-t-il admis lors d'une de nos conversations autour d'un café. Même quand tout le monde te critiquait, une partie de moi enviait ton courage d'être simplement toi-même. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être celui que tout le monde voulait que je sois. Et je n'ai aucune idée de qui je suis réellement sous toutes ces attentes. C'était une conversation que je n'aurais jamais cru que nous aurions. Et cela m'a donné l'espoir que notre relation pourrait être reconstruite sur une base d'honnêteté, plutôt que de compétition et de comparaison. Papa et moi retrouvions aussi lentement notre chemin l'un vers l'autre. Il avait commencé à assister à des réunions des alcooliques anonymes et travaillait à réparer les torts que son alcoolisme avait causés à notre famille. Nos conversations étaient maladroites au début, mais sont progressivement devenues plus ouvertes et authentiques. Maman restait la relation la plus compliquée. Elle semblait incapable de dépasser son besoin d'avoir raison concernant la confrontation du dîner de Noël, alternant entre excuses et justifications d'une manière qui rendait toute réconciliation réelle impossible. J'avais appris à l'aimer à distance, me protégeant de son besoin de contrôler et de critiquer tout en honorant les aspects positifs de notre histoire commune. 1 an après ce dîner de Noël dévastateur, je me suis retrouvée à réfléchir à quel point ma vie avait complètement changé. Je n'étais plus la femme anxieuse et soucieuse de plaire qui avait désespérément cherché l'approbation de personnes incapables de la donner inconditionnellement. Au lieu de cela, j'étais devenue quelqu'un qui connaissait sa propre valeur, indépendamment de la validation externe. La leçon que j'ai apprise cette nuit-là, livrée de la manière la plus cruelle possible, a finalement été le cadeau le plus précieux que j'aurais pu recevoir. La compréhension que le fait d'être méprisé par des gens qui devraient vous aimer en dit long sur eux et rien sur vous. J'ai appris que parfois,
La chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser de permettre le dysfonctionnement des autres, même lorsque ce refus a un coût personnel élevé. J'ai appris que l'authenticité est plus précieuse que l'approbation, et que construire une vie basée sur vos propres valeurs est plus gratifiant que de réussir selon la définition de quelqu'un d'autre. Plus important encore, j'ai appris que la famille n'est pas seulement une question de lien de sang. C'est une question de personnes qui vous voient clairement, vous aiment malgré tout, et soutiennent votre croissance plutôt que d'exiger votre conformité. Certaines de ces personnes peuvent partager votre ADN, mais beaucoup d'entre elles seront la famille que vous choisirez, créée par des valeurs partagées et un respect mutuel. Assise dans mon appartement confortable, entourée d'amis qui célébraient mon moi authentique plutôt que d'exiger une performance, j'ai réalisé que ma mère avait eu raison sur une chose. J'avais eu honte de moi pendant des années, mais pas pour les raisons qu'elle pensait. J'avais eu honte de ma volonté d'accepter un traitement que je ne méritais pas, de mon empressement à chercher l'approbation de personnes qui utilisaient l'amour comme une arme, de mon incapacité à me défendre quand cela comptait le plus. Maintenant, je me sentais fière de la femme que j'étais devenue en survivant à cette honte et en choisissant quelque chose de mieux. Fière de mon petit appartement, qui reflétait mes valeurs plutôt que mes revenus. Fière de mon travail qui faisait une différence dans la vie des gens, plutôt que d'impressionner simplement les observateurs. Fière de mes relations qui étaient bâties sur l'authenticité plutôt que sur la commodité. Ce dîner de Noël a été la pire et la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Il a détruit mes illusions sur l'amour familial inconditionnel, mais il m'a libérée pour construire quelque chose de réel et de durable à sa place. Parfois, les personnes qui nous blessent le plus nous offrent les plus grands cadeaux, non pas par leurs intentions, mais par leur volonté de nous montrer exactement qui elles sont lorsque les masques tombent. J'ai appris qu'être authentique dans un monde qui récompense les faux-semblants est à la fois le choix le plus difficile et le plus gratifiant que l'on puisse faire. Et j'ai appris que les personnes qui valent la peine d'être dans votre vie sont celles qui vous aiment non pas malgré vos difficultés, mais en raison de votre courage à les affronter honnêtement. Avez-vous déjà vécu un moment qui a complètement changé votre vision des relations familiales ? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire. Parfois, les expériences les plus douloureuses deviennent nos plus grands professeurs. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour plus d'histoires de vie sur la façon de trouver la force dans des situations difficiles. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par l'approbation des autres. Merci d'avoir écouté mon histoire et souvenez-vous que se choisir n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Je vous souhaite à tous le courage de vivre authentiquement et la sagesse de vous entourer de personnes qui célèbrent votre vrai vous.